Ce livre, il raconte l'histoire de Bébé, qui est une jeune femme. Et en fait, cette jeune femme, il lui arrive une histoire qui n'est pas forcément très drôle, mais en fait, elle est percutée par un souvenir qui surgit de manière inopinée, comme les souvenirs savent très bien le faire. Et suite à cette préminiscence, elle décide de tout plaquer et elle part à la recherche d'une boîte qu'elle a enterrée dans le jardin où elle a grandi, enfin le jardin de la maison où elle a grandi. Et elle est complètement obnubilée par cette boîte, il faut vraiment qu'elle aille la chercher. Elle part sans papier, sans carte bancaire, sans téléphone. Elle a qu'une chose en tête, c'est d'aller tout droit et de chercher cette boîte-là parce qu'elle veut en vérifier le contenu. Ou je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment en fait. Et tout au long du récit, elle va se souvenir de ce qu'elle a mis dans cette boîte. En fait, c'est assez particulier parce que c'est une histoire qui se lit à l'envers. Le fait de l'avoir écrit à rebours, c'était une manière c'était un moyen de créer un espèce d'échange entre le lecteur ou la lectrice, hein, la personne qui lit, et le personnage de Bébé. L'histoire, elle s'ouvre sur le 16e et dernier chapitre de l'histoire. Donc en fait, en lisant, on atterrit à la fin de l'histoire. On atterrit au moment où le personnage principal atteint son objectif, qui est de déterrer une boîte qui a été enterrée il y a des années de ça. Et en fait, tout au long de la lecture, on va remonter le fil de ce personnage, de comment il en arrive à aller jusqu'à ce jardin pour déterrer cette boîte. Qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le pousse à y aller. On découvre aussi au fur et à mesure du récit qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Le personnage qui en fait est une jeune fille qui s'appelle Bébé, elle est comment dire, c'est pas parasitée, mais elle est traversée par des souvenirs. Et c'est pas quelque chose qu'on commande au final. Donc ça intervient tout au long de son cheminement. Ce sont des choses qui interviennent sans qu'elle les commande et elle se souvient de ce qu'elle a pu mettre. Il y a quelque chose de l'ordre de la disparition volontaire, je dirais. En fait, le personnage de Bébé a une existence qui est assez vide et je pense qu'à un moment le souvenir de cette boîte qui surgit d'un coup vient bousculer tout ça complètement et fait que sur un coup de tête elle part. Et en fait ça parle, je pense que c'est une histoire qui vient convoquer la manière dont les souvenirs refont surface. Et je pense qu'ils refont surface à cause d'une réaction en chaîne de micro-événements. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est comme ça que j'ai essayé de l'écrire aussi. Qu'est-ce qu'on abandonne de nous quand on devient adulte? Et je pense que Bébé, en allant chercher cette boîte, elle fait le chemin inverse de ça. Et plus elle avance vers cette boîte, plus c'est pas qu'elle redevient une enfant, mais en tout cas elle se débarrasse un peu des codes normaux. Elle dort n'importe où, elle s'incruste dans des endroits, elle vole des choses et elle en a rien à faire et c'est très bien comme ça. Ça lui correspond mieux comme ça de faire n'importe quoi. Je pense le fait d'aller rechercher cette boîte lui permet de s'évader quelque part et d'aller retrouver quelque chose quelque part. Dans cette boîte, il n'y a pas... c'est pas des choses très importantes. Dans des yeux d'adulte, je pense que c'est pas des choses très importantes, mais c'est des secrets d'enfants.
C'est des secrets d'enfant, c'est des choses... C'est des babioles, mais je pense que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petites boîtes qu'ils ont gardées ou pas d'ailleurs, où ils mettaient des choses quand ils étaient enfants, et ça avait... Quelque part, ces choses-là avaient un sens, et puis on finit par les oublier, mais bébé, elle oublie pas ça, quoi. Ça revient malgré tout, et je pense que ça vient comme une solution, quelque part. Ou en tout cas comme une espèce d'échappatoire ou de tremplin. Et le titre de cette histoire, c'est Les projectiles. Et c'est à double sens parce que les projectiles dans l'histoire, ce sont souvent des objets ou des personnes ou des mots qui vont traverser l'espace de manière plus ou moins discrète. Mais pour moi, les projectiles, ça fait aussi référence justement à ces souvenirs qui viennent d'un coup se ficher entre nos deux oreilles. Il y a un peu un sentiment d'impuissance face à ça, face à ces événements. Et je pense que bébé, elle va chercher cette boîte pas pour lutter contre ça, mais peut-être pour accompagner ce mouvement, en tout cas pour s'accompagner elle-même. Enfin, il y a quelque chose à aller réparer. Et je pense qu'en faisant cette fugue, elle va réassembler ces pièces de puzzle, quoi. La boîte, moi, c'est un peu triste vu comme ça, mais je la vois un peu comme un cercueil, quoi, parce que c'est une boîte qu'elle enterre, il y a toutes ces choses-là, mais après, c'est pas une vision non plus morbide de la chose, c'est plus une sorte d'adieu à des choses. Quand bébé enterre cette boîte et qu'elle est, on va dire, pré-ado, ou en tout cas vieille enfant, elle dit quelque part adieu à ses bêtises, quoi, parce que ces objets, c'est des choses pas très dans les règles, c'est des secrets bien à elle que personne ne doit jamais trouver, parce que dans sa tête d'enfant, ce sont des secrets très graves, et en fait, en faisant sa route, plus elle s'en souvient, plus ses secrets sont complets. C'est vraiment que des babioles qu'il y a dans cette boîte, mais pour l'enfant qu'elle était, c'est des trésors. Le chapitre 1 de ce livre, qui se trouve donc tout à la fin du livre, c'est le premier chapitre que j'ai écrit, mais je pensais pas que ce serait le dernier chapitre de l'histoire, ou en tout cas du roman. Enfin, j'avais pas du tout cette conception à rebours. Je serais assez incapable de dire à quel moment ça s'est décidé. Cette histoire, c'est quand même une sacrée promenade. Et je pense qu'il y a la question de... Enfin, j'ai beaucoup cette image du fait que quand on fait une promenade et qu'on fait demi-tour, les arbres de gauche deviennent des arbres de droite, on voit plus les choses de la même manière. Et j'avais envie de mettre cette vision-là dans le récit pour que, en lisant cette histoire, on croit quelque part qu'on a un coup d'avance, et on a un coup d'avance sur le personnage, mais il y a un espèce de double sens qui se fait, et je pense qu'on marche avec le personnage, mais pas dans le même sens. On est au même endroit, mais on n'y est pas en même temps. Enfin, il y a un truc... il y a une sorte de glissement... de glissement de terrain, je sais pas si on peut dire ça, mais de glissement dans le texte, en tout cas, où on est toujours un peu à côté, et on est en permanence avec un personnage qui est toujours un peu à côté de ses pompes aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et on est en permanence avec bébé. On voit ce qu'elle voit, on apprend ce qu'elle ressent, on est vraiment dans sa tête, dans ses pensées
quasiment tout le temps, je crois. Et on l'accompagne malgré nous, quoi. C'est un espèce d'échange silencieux. La construction à rebours est venue vraiment assez tard, je crois. J'ai écrit le chapitre 1, plus tard un passage peut-être du chapitre 7, plus tard un passage du chapitre 15, puis 10, sans savoir que ça allait créer cet ensemble-là, cette cohérence-là, qu'il y aurait ce fil-là. Ça s'est un peu mis en place, pas tout seul, parce que les choses se font pas toutes seules, mais je pense qu'il y a une logique à un moment qui s'est installée, mais du fait aussi qu'il y ait comment dire, ces surgissements de souvenirs, du fait qu'on se souvient des choses, qu'on retourne en arrière, je pense que ça s'est calqué, je pense que la forme du récit à rebours, elle s'est calquée sur cette notion de se remémorer les choses, de la répétition, des choses aussi qui s'inversent, parce qu'il y a beaucoup de jeux avec les mots qui se retrouvent à l'envers. Il y a la question du compte à rebours et du contresens, elle se retrouve pas mal. Elle apparaît par image, elle apparaît dans le langage aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui sont un peu des palindromes, quoi. J'ai un peu l'impression d'avoir écrit un palindrome. Mais il y a beaucoup de jeux avec le langage, et je pense que ces jeux-là permettent de créer aussi justement d'autres glissements de l'écriture, d'autres images, quoi, qui sont un peu plus farfelues, mais qui sont à la limite du fantastique, mais vraiment quand même quelques pas à côté. mais il y a un truc très enfantin là-dedans, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, et je pense que c'est lié au caractère que j'ai donné à bébé, parce qu'elle perd un peu la tête, donc elle s'imagine des trucs, elle fait un peu des crises de panique. À un moment, elle s'imagine qu'il y a un piano qui tombe d'un balcon et qu'il joue toutes les lettres de l'alphabet d'un coup. Je pense que j'ai pas été très tendre avec le personnage de bébé. Elle a pas une vie très marrante. Dans sa tête, c'est pas très marrant non plus tout ce qui se passe. Voilà, elle a une existence assez triste, je pense. Enfin, c'est pas quelqu'un de très joyeux. Et en même temps, je pense que tout au long du récit, toute cette langue qui est assez sonore et assez... j'aime pas le mot saugrenu, mais on va dire saugrenu parce que j'ai pas d'autre idée. Ça vient donner des accents au récit, ça crée des petits accidents qui sont... je pense qui donnent plus de légèreté, qui permettent aux choses de s'envoler. Il y a vraiment une envie de dessiner vraiment des images dans les phrases, quoi, d'avoir des descriptions très qui collent à la réalité pour faire en sorte que cette histoire, en fait, elle serait tout à fait possible pour quelqu'un dans la vie réelle, et si ça se trouve, c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais il y a beaucoup de gens à qui ça arrive d'avoir des coups de tête de cette manière-là. Au niveau du réalisme là dont on parlait, je pense que il y a une volonté d'être au plus proche de ça, parce que je trouve que c'est dans les détails justement que viennent se créer les souvenirs, les choses comme ça. Il y a des choses qui nous agrippent, il y a des choses qu'on retient et qui viennent forger ces images-là. C'est sûrement assez naturel chez moi d'aller créer, d'essayer de coller à une réalité comme ça, mais parce que ça colle à ma vie de tous les jours. Mais j'essaye d'avoir beaucoup d'attention pour les choses qui semblent ne pas en mériter, ou qui sont assez
assez banales, mais je pense pas que les choses soient aussi banales qu'elles en aient l'air. Chaque petit objet qu'on pose, chaque petit détail, c'est pour moi le fruit, on va dire, comme j'en parlais tout à l'heure, de micro-événements qui s'enchaînent, et c'est tout à fait ordinaire, mais en même temps ça veut dire énormément de choses, quoi. De nous, de ce qu'on est. Je pense que c'était important d'aller injecter du suspense là-dedans, parce qu'à mon avis, il faut que le lecteur il soit vivant dans cette histoire, sinon il suit juste quelqu'un qui marche. Je pense que si je l'avais raconté dans l'autre sens, le suspense serait pas du tout au même endroit, et l'histoire serait pas du tout la même d'ailleurs. Ce côté un peu... j'arrive pas à bien prononcer le mot thriller. Ce côté-là, il vient aussi quelque part animer bébé, parce qu'il se passe enfin quelque chose dans sa vie, en fait. Ça l'arrange un peu quelque part de se mettre en danger, de prendre des risques, chose qu'elle a faite, mais qui lui manque. Ça permet de donner de la vie au récit aussi. Donc bébé travaille dans un supermarché. Elle a pas de famille, en plus j'ai choisi de l'appeler bébé. Donc moi je trouve qu'elle a pas vraiment de prénom non plus. On a très peu d'indices sur qui est cette personne, parce que je ne fais aucune description physique, à part peut-être les cheveux à un moment, mais je crois que je sais même pas quelle est la couleur de ses yeux. En tout cas pour le personnage de bébé, j'avais envie que chaque personne qui lit ce livre puisse se l'imaginer tel qu'il veut, ou pas. Et après cette absence de famille, je sais pas si c'est vraiment une absence de famille, c'est plus que quand elle est enfant, quand elle est bébé, justement, elle est très vite abandonnée, et d'ailleurs elle est trouvée dans une boîte, donc ça fait aussi quelque part écho à sa boîte à trésors, je pense. Mais voilà, elle est recueillie par une famille d'accueil à la campagne. Alors après, les personnages que j'ai injectés dans cette histoire, c'est drôle, parce que c'est des mélanges de plein de gens que je connais, que j'ai rencontrés, qui m'ont marqué. Et cette famille et ce compagnon Boris, on les connaît que à travers l'imaginaire ou les souvenirs de bébé. Donc c'est des figures assez fantomatiques, parce que Boris, il est convoqué dans cette histoire, mais il n'apparaît que dans l'imaginaire de bébé, qui va imaginer ce qu'il peut être en train de faire en la recherchant alors qu'elle a disparu. Alors que si ça se trouve, il en a rien à faire. Enfin, on sait pas vraiment ce qui se passe, on est toujours dans les projections du personnage principal. Donc cette famille, c'est pareil, la famille Tempête, donc la famille dans laquelle elle a été élevée à la campagne, c'est vraiment des figures très obscures, très nébuleuses. On les connaît peut-être par leur manière de s'exprimer. Par exemple, on va dire le père de famille qui est surnommé tout le long du récit, c'est Tonton Bermuda. C'est pas un papa, c'est une figure paternelle, on va dire, mais c'est Tonton Bermuda, et il a son petit caractère, il a sa manière de parler, il articule pas. C'est un personnage qui n'articule pas, donc ça c'est transmis dans l'écriture du récit aussi, et sa femme c'est la Monique, et elle, au contraire, elle a un langage très soutenu, donc il y a tout un jeu comme ça où les personnages sont pas vraiment décrits physiquement. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'enveloppe physique, si on peut dire ça. Mais c'est vraiment plus une identification avec le langage, quoi. Je crois que le personnage qui a le plus de texture, c'est Boris, mais parce qu'on comprend à un moment que bébé commence à être un peu dégoûté de cette espèce de nounours qui est très gentil,
mais c'est tout, gentil, ça suffit pas. Je me considère pas comme une immense lectrice, mais j'ai une relation à la lecture qui est plutôt fidèle et régulière. Mais je pense que ce qui m'a inspiré en tout cas l'écriture de ce roman, c'est plus la musique en fait. C'est plus lié à la musique, à des paroles de chansons, à des films, à des situations. Enfin, je pense qu'il y a plus quelque chose de sonore et de visuel, voire de cinématographique. Et je sais plus où j'en étais.